Donc écoutez, je vous propose de commencer, puisqu'on vous a suffisamment fait attendre. Donc bienvenue dans cet atelier sur les droits d'auteur et la liberté d'expression. Donc on avait prévu dans un premier temps de parler un peu plus de la liberté d'expression, c'est l'animateur qu'on attend. Elle a un peu du mal à se connecter, mais bon, on reprendra le fil par la suite et on rebouclera sur la liberté d'expression. Donc l'idée de cet atelier, c'est justement de parler, de discuter de la façon dont on peut concilier et la jurisprudence concilie les problématiques de droit d'auteur et de liberté d'expression. Donc, dans un premier temps, on avait envisagé de parler un petit peu des bases des différents droits. On devait vous parler de la liberté d'expression, on vous en parlera dans un second temps. Moi, je vais commencer peut-être par vous parler des droits d'auteur, vous dire peut-être quelques banalités pour certains d'entre vous, mais qui méritent d'être dit, et ça va annoncer un peu après les choses qu'on va se dire au niveau de la conciliation avec cette liberté fondamentale. La première des choses que je peux vous dire sur le droit d'auteur, c'est que c'est un régime de propriété qui porte sur la forme des créations humaines. Alors on appelle cette forme en général œuvre dans les textes, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais c'est une première chose qu'il convient de préciser, c'est que ça porte sur la forme des créations humaines. Je peux également vous indiquer que le champ d'application de ce régime de propriété est extrêmement croissant, puisqu'il portait à l'origine plus sur les créations, je dirais, artistiques par nature, ce qu'on appelle les beaux-arts, l'architecture, la musique, etc. Et c'est vrai qu'au gré, je dirais, du développement des activités humaines, le champ des droits d'auteur s'est étendu à d'autres objets, notamment l'art appliqué, ce qu'on appelle l'art appliqué, qui est toutes les créations qui sont issues des commandes, du design industriel, ce qui a d'ailleurs posé un certain nombre de problèmes puisque l'application du droit d'auteur classique à l'art appliqué ne s'est pas fait sans heurts, puisque une des particularités du droit d'auteur, c'est qu'il y a une durée extrêmement longue en termes de protection et que parfois on reconnaissait à certains produits qui ne méritaient peut-être pas forcément une protection au titre du droit d'auteur, du coup, du fait du régime des droits d'auteur, bénéficier d'une protection extrêmement longue. Art appliqué et également innovation technologique, puisque au gré des développements, notamment avec le développement des jeux vidéo, avec le développement des logiciels, des innovations technologiques, un certain nombre d'objets se sont vus protégés parce qu'il s'agissait de formes. Le logiciel est aussi une forme de forme quelque part, puisqu'on protège le code source, protégé par le droit d'auteur. Donc régime de propriété, champ d'application extrêmement large, croissant en tout cas, avec des particularités s'agissant de ce régime de propriété qui est le droit d'auteur. La première, c'est que le législateur donne aux titulaires des droits d'auteur un monopole d'exploitation qui est caractérisé par les droits patrimoniaux qu'on accorde à l'auteur, droits patrimoniaux qui sont la faculté d'autoriser la reproduction de l'œuvre et la représentation, donc le fait de la communiquer au public. Et on considère traditionnellement que le régime des droits d'auteur est un régime qui relève du droit des biens. Alors, ça peut sembler évident de dire ça, puisqu'on parle de propriété, on parle de biens, certes incorporels, mais c'est pas si évident, puisque une des spécificités du droit d'auteur, c'est qu'il y a des droits patrimoniaux, mais il y a aussi des droits moraux. Et les droits moraux créés, qui sont attribués à l'auteur et qui sont le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit pour l'auteur d'avoir la possibilité de s'opposer aux atteintes qui sont portées à son œuvre, ces droits moraux créent un lien très fort entre le titulaire et l'œuvre, on considère qu'ils sont imprescriptibles et ils ne peuvent pas être transmissibles. Donc on pouvait se poser la question de savoir si c'était vraiment du droit des biens, est-ce que c'était pas également un petit peu du droit des personnes? Non, c'est clair, c'est bien du droit des biens, c'est maintenant tranché depuis un petit moment, mais il y a quand même cette particularité. Le second propos introductif qu'on voulait faire sur les droits d'auteur, c'était vous parler un petit peu des textes également. Alors les textes, ils sont nombreux, il y en a foison. Il y a quand même un socle de base, je dirais, sur le régime de protection des droits d'auteur. La Convention de Berne, tout d'abord, qui est une convention internationale qui a été adoptée le 9 septembre 1886 et qui est un peu le texte fondateur du régime de droit d'auteur, en tout cas au niveau international. En France, le régime de base, il est assuré par une loi de 1957, c'est la loi 57-298 qui jette les bases et qui est le socle de la protection en matière de droit d'auteur. Et cette loi, je dirais les lois classiques, elles ont été complétées par deux lois. Une loi de 85 qui est venue créer un certain nombre de droits voisins et droits de producteur phonogramme, etc. Et une loi de 92 qui est venue codifier tout ça dans le code de la propriété intellectuelle. Depuis les années 2000, on a
pas mal de lois en matière de droit d'auteur qui sont venues modifier et ajouter des choses, donc essayer d'adapter en réalité le régime des droits d'auteur au développement technologique dont je parlais, en adaptant le régime et notamment en augmentant un petit peu le périmètre des exceptions, c'est ce qui nous intéresse un peu ici, aux droits d'auteur. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais les essentiels, c'est la directive de 2001, la directive communautaire qui est venue harmoniser un petit peu toutes les législations qu'on avait dans les pays membres, et la loi du 1er août 2006 qui est venue transposer cette directive. Je vous citerai également la récente directive 2019-790 sur les droits d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, avec sa transposition récente, en tout cas sur la création d'un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse en 2019. Bref, on a un peu une accélération en matière de loi depuis les années 2000, alors que c'était relativement stable jusqu'à maintenant en matière de droit d'auteur. La dernière chose que je voulais vous dire au niveau de cette introduction, c'est la valeur du droit d'auteur. Puisque, alors normalement, dans le déroulement, on aurait dû déjà vous parler de la liberté d'expression. Donc, on devrait vous dire que la liberté d'expression, c'est une liberté qui est fondamentale, qui est assurée par des textes forts, hein, la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 10, etc. Donc, on a tendance à dire que c'est une liberté fondamentale. Je devais, moi, défendre un petit peu le bout de gras et par rapport aux droits d'auteur pour vous dire qu'également, les droits d'auteur, c'est un droit qui a une valeur extrêmement importante, puisqu'on considère, et ça depuis une décision qui date de 2006 du Conseil constitutionnel, qu'il s'agit d'un droit constitutionnel. Les droits d'auteur et les droits voisins ont une valeur constitutionnelle et se rattachent aux droits de propriété évoqués dans les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est un droit de propriété, puisqu'on parle de ça, de propriété, qui a quand même une valeur qui est constitutionnelle. J'ajouterais également que la CEDH vise quelque part un peu les droits d'auteur, puisque l'article 1er de son protocole additionnel du 20 mars 1952 dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Donc ça protège, comme droit fondamental, le droit des biens, dans lequel on retrouve les droits d'auteur, puisque le droit d'auteur appartient au régime du droit des biens. Donc dans certaines décisions, vous verrez parfois, lorsqu'on doit concilier justement les droits d'auteur et la liberté d'expression, un peu cet affrontement sur la question de la valeur des droits. Et on trouve, en tout cas sur la première partie du temps de conciliation dont on va vous parler, les juridictions qui mettaient en avant ces deux valeurs pour dire, mais au final, c'est des droits qui sont d'égale valeur. Donc, il n'y a pas lieu d'en privilégier un plus que l'autre. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur la question du régime des droits d'auteur. Florence, manifestement, n'est toujours pas arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Judith? On enchaîne sur... Ouais. Donc, on devait vous dire dans un premier temps, je m'adapte, que la liberté d'expression était, à côté de ce que je vous ai expliqué sur le droit d'auteur, une liberté qui était fondamentale. Alors, vous m'en excuserez, un peu moins précis que la personne qui devait vous expliquer ça dans le détail, mais en substance, elle devait vous expliquer que la liberté d'expression est une liberté fondamentale qui est garantie par un certain nombre de textes, la Convention européenne des droits de l'homme et son article 10. C'est l'article majeur et c'est un peu la pierre angulaire qu'on retrouve dans toutes les décisions qui viennent concilier droit d'auteur et liberté d'expression. C'est l'article 10 de la CEDH. Et il y a également un autre texte fondamental qui est la Convention, la Charte fondamentale des droits de l'homme, qui là est un texte qui a été fait sous l'égide de l'Union européenne, qui est plus récent puisqu'il date de 2000, et lui, son article 11 vise également la liberté d'expression. Donc on a deux, je dirais, textes importants en matière qui garantissent la liberté d'expression. Bien évidemment, il y a les textes internes, je dirais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est vrai qu'en matière de conciliation droit d'auteur, liberté d'expression, c'est ces articles et ces deux textes qu'on retrouve le plus souvent, la Convention européenne des droits de l'homme et son article 10, et la Charte des droits fondamentaux et son article 11. Et ces deux textes sont garantis par deux entités différentes, par deux juridictions différentes, qui sont la Cour européenne des droits de l'homme pour la CEDH et la Cour de justice de l'Union européenne pour la Charte des droits fondamentaux. Et on va voir que ces deux ordres garants quelque part un petit peu de la liberté d'expression peuvent être en conflit, en tout cas ils le sont depuis
depuis une actualité assez récente, et n'ont pas la même position quant à la manière dont il faut concilier les droits d'auteur et la liberté d'expression. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la liberté d'expression. Judith, ce serait peut-être bien, je crois qu'il y avait un point sur la liberté de création dont on pouvait parler. Oui, ce qu'on peut dire, c'est Oui, que on a le principe de liberté d'expression qui est posé, comme tu viens de dire, dans la Convention européenne des droits de l'homme, à l'article 10. Donc, on a vraiment un principe de protection avec, on va en reparler un peu plus tard, mais donc on a un article 10.1 qui pose le principe de protection de la liberté d'expression et ensuite un article 10.2 qui admet certaines exceptions parce que comme tout principe, il y a toujours des exceptions qui sont prévues. C'est jamais un principe absolu. Et ce qu'il faut dire par rapport à la liberté de création artistique, c'est que la jurisprudence inclut en fait dans la liberté d'expression la liberté d'expression artistique. Ça, c'est vraiment admis par la jurisprudence. En France, il y a des décisions. Alors, j'ai pas les dates là avec moi, mais c'est des jurisprudences assez célèbres qui vraiment ont inclus à chaque fois que la question se posait de la création d'une œuvre et qui s'opposait à d'autres droits d'auteur, par exemple, ou par rapport à ces principes de liberté, que vraiment la création artistique rentre dans la liberté d'expression. C'est vraiment les deux vont, la liberté de création artistique rentre dans la liberté d'expression, jusqu'à une loi récente. C'est peut-être ça dont tu voulais que oui. je parle. Voilà. En fait, c'est une loi qui date donc de juillet 2016. C'est la loi de création, architecture, patrimoine, etc., qui a posé le principe de liberté de création artistique. Donc on peut un peu s'étonner d'une intervention assez tardive du législateur pour reconnaître ce principe et surtout, on en reparlera un petit peu plus tard aussi, mais d'avoir voulu le reconnaître d'une manière indépendante du principe de liberté d'expression. Puisque là, vraiment, on a une loi qui intervient et qui pose, c'est l'article 1, le principe de liberté de création artistique, avec des sanctions pénales si jamais des atteintes sont portées à ce principe. Voilà. Donc, pour le contexte, pourquoi 2016? C'est parce qu'on est dans la France après les événements de Charlie Hebdo, notamment, que finalement, on est dans un contexte où de plus en plus, on va considérer que des atteintes sont portées à la création artistique et qu'on veut vraiment poser ce principe, le protéger. Et on verra quand on parlera, mais alors ça c'est un petit peu plus tard, d'artivisme et d'appropriationnisme, que ça peut poser des questions, le fait que ce principe ait été posé comme ça par la loi. Voilà. Mais donc, on a un principe de liberté d'expression qui est dans les textes européens et qui maintenant, qui était dans la jurisprudence depuis déjà les années 2000, je pense à peu près, et qui maintenant est dans cette loi de 2016. Voilà pour ce principe de liberté de création artistique. Merci Judith. Donc les choses sont maintenant posées. Le droit d'auteur, avec les bases qu'on vous a expliquées, la liberté d'expression également. Et ce dont on voulait parler dans le cadre de cet atelier, c'était la manière dont la jurisprudence conciliait un petit peu ces deux principes. Alors je crois qu'à ce stade, il faut faire une distinction entre deux choses qui sont importantes, c'est-à-dire la conciliation qui est prévue par les textes et qui rentre dans le cadre des exceptions qui sont prévues par le droit d'auteur, et donc on va parler un petit peu de conciliation indirecte, puisqu'on va utiliser des exceptions qui sont prévues à l'article dont je vais vous parler, L122.5, qui prévoit des exceptions au droit d'auteur pour justement concilier un petit peu la liberté d'expression et le droit d'auteur, et d'un second temps, je dirais, qui est une conciliation qui est plus directe, où on va, là, directement dans le cadre de contentieux et de dossiers, opposer la liberté d'expression, non pas dans le cadre d'une exception au droit d'auteur prévue par les textes, mais en tant que principe et liberté fondamentale. Donc ça c'est un second temps. Et c'est vrai que l'actualité, en tout cas, porte plus sur ce second temps, c'est-à-dire une conciliation et un affrontement, je dirais, direct, non pas par le biais des exceptions, et ça pose un certain nombre de problématiques juridiques qu'il est intéressant de parler.
On va donc vous parler dans un premier temps de cette conciliation, je dirais, un peu indirecte entre le droit d'auteur et la liberté d'expression par le truchement de l'article L122.5, qui est donc l'article, comme vous l'avez compris, qui pose un certain nombre d'exceptions en matière de droit d'auteur. Je ne vais pas vous citer l'intégralité de l'article parce qu'il est relativement long. Il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues, qui ont été je dirais, adapté en fonction du développement, comme je le disais, des technologies, du contexte d'actualité, etc. On va vous en citer un certain nombre et puis on va les commenter pour voir un petit peu comment les tribunaux concilient, appliquent. J'ai changé d'ordinateur, voilà. D'accord. Je suis vraiment désolée, encore mille excuses. Je vous ai écouté, je vous ai regardé avec beaucoup d'attention, mais voilà, j'ai dû changer d'ordinateur, donc me revoilà. Désolée. Allez-y. D'accord. Peut-être que tu veux spécifier ou préciser un certain nombre de choses qu'on aurait oubliées sur la question de la liberté d'expression. Bon, peut-être qu'on peut faire un rappel rapide des principes. J'ai vu que tu les avais évoqués en droit d'auteur. Moi, ce que je voulais simplement, c'est poser la problématique du côté des médias, du côté de la presse. Pour juste clarifier, le débat étant la confrontation de droits fondamentaux et de principes fondamentaux d'un côté et de droits personnels de l'autre, il faut rappeler… Je ne sais pas si tu dois parler ton téléphone d'allumer. Vous m'entendez? Il y a un écho. Il y a un écho? Ah oui. Alors là… Bon. Tu es dans une caverne? Et là, ça va mieux? Non. Bon, ça fait un peu, je parle dans une église, je suis désolée. Donc voilà, donc les principes fondamentaux, c'est très clair. Le principe constitutionnel de la liberté d'expression, article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, et évidemment l'impact énorme de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, cet article 10, liberté d'expression, droit à l'information, il est extrêmement exploité et utilisé dans tout ce qui est droit de la presse, droit des médias. Et il vient un petit peu, non pas contredire, mais atténuer les droits personnels qui sont en puissance. Par exemple, quand on est face à la liberté de la presse, à la loi sur la presse, quand on est face à de la diffamation, à de l'injure, par exemple, très souvent et depuis très longtemps, on va intégrer pour confronter les droits en puissance le droit à l'information, la liberté d'expression. En matière de médias, c'est une construction de la Cour européenne des droits de l'homme qui date déjà depuis un grand moment, depuis quasiment les années 70. On est habitué, lorsqu'on est attaqué en diffamation, attaqué en injure, en disant, certes, il y a une diffamation, mais pour prouver sa bonne foi, on va intégrer l'article 10 en disant, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté d'expression. Et dans ce domaine de la liberté d'expression, on va trouver le droit à l'humour, par exemple, et je pense qu'il y aura un parallèle sur les exceptions en droit d'auteur. On va dire, on est face également à un débat de société important, droit à l'information. On va pouvoir aussi expliquer qu'on est en face de polémiques politiques, et à ce moment-là, ça viendra déjouer et déplacer les limites de la critique admissible. Et sur le terrain de la bonne foi, on va vous dire, d'accord, ce sont des propos assez violents, mais grâce à cet article 10, les prévenus seront relaxés parce qu'on estimera qu'il y aura une entité supérieure qui sera la liberté d'expression et qui prendra le pas sur la diffamation ou sur l'injure. Et c'est toute une construction qui existe avec des arrêts extrêmement connus en droit de la presse de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'arrêt Handyside de 1976 qui vient vous dire que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations et les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais également pour les idées qui peuvent heurter, qui choquent ou qui inquiètent. Et donc, grâce à cela, grâce à cet article 10, eh bien, les juridictions vont être plus souples sur les termes utilisés et on va pouvoir se bénéficier de la liberté d'expression même si le propos est violent. Ensuite, ça c'est un grand classique du droit des médias, on s'est posé la question en matière civile et de responsabilité civile. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on peut aussi jouer avec cet article 10 lorsqu'on est face à des poursuites, par exemple, en vie privée?
article 9 du Code civil. Est-ce que quand on est en défense, de la même manière, on peut utiliser l'article 10 et la liberté d'expression pour se défendre quand on est face à des poursuites pour atteinte à la présomption d'innocence, article 9-1 du Code civil? Alors là, on était dans un secteur qui était différent et l'article 10 est venu tout doucement depuis une dizaine d'années uniquement, et on commence même en matière de vie privée à pouvoir opposer à la vie privée au droit personnel le droit à l'information, la liberté d'expression. Et encore une fois, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui va insuffler cet élan chez les juridictions nationales pour dire que oui, il y a des cas où même si on est au cœur de la vie privée d'une personne, on va pouvoir donner cette information parce que c'est de la légitime information. 2 arrêts fondamentaux qui intègrent cet article 10 dans le secteur de la vie privée. C'est là la révolution qui s'opère. C'est 2 arrêts contre l'Allemagne qui s'appellent Vanover et Axel Springer. Ce sont 2 arrêts, je vais vous retrouver la date exacte. C'est alors 2012 pour l'arrêt Axel Springer et 2004 pour Van Hanhoven. Que disent ces arrêts? Ils vont prévoir une grille d'appréciation. On va dire oui, c'est un élément de la vie privée. Mais si cet élément de la vie privée, c'est une information légitime au regard d'un débat de société important, si cet élément de vie privée, deuxième critère, concerne une personnalité publique de premier rang, eh bien le public a le droit de savoir. Et même si c'est un élément de vie privée, il peut être suffisamment important pour tomber sous le coup de l'article 10 et qu'on puisse l'exprimer sans risquer de tomber sur l'atteinte à la vie privée. L'exemple le plus récent, qui est assez intéressant, c'est un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 novembre 2015. Pour vous compreniez bien, il s'agissait d'un article de Paris Match qui révélait que le prince Albert de Monaco avait un enfant adultérin. Évidemment, le prince Albert attaque en atteinte à la vie privée. Et effectivement, en théorie, la naissance d'un enfant, c'est un élément vraiment de vie privée. Mais que nous dit la Cour européenne des droits de l'homme? Elle nous dit certes, mais quelles sont les forces en face? Il y a d'abord une personnalité publique de premier rang, c'est le prince Albert. Premier élément qui permet de voir les choses un petit peu moins strictement sur la vie privée, puisqu'une personnalité publique s'expose de par sa personnalité au public et le public est en devoir d'avoir un droit d'information. Et deuxième chose, est-ce que cette information de naissance d'un fils adultérin contribue au débat d'intérêt général? Eh bien, la réponse a été oui. Parce que il y a un débat de filiation du royaume, de la filiation princière, et que c'est un élément, effectivement, qui participe du débat d'intérêt général. Donc, même en matière de vie privée aujourd'hui, vous pouvez intégrer dans la balance, en tout cas les juridictions le font de plus en plus, ils vont intégrer dans la balance des intérêts cette notion d'article 10 de liberté d'expression. Donc ça, c'est très intéressant. Et évidemment, et c'est pour ça que, comme j'ai du retard, j'abrège un petit peu, la question se pose désormais. C'est acquis depuis très longtemps en droit de la presse. C'est de plus en plus une notion qui est intégrée dans les débats sur la vie privée. Quid des droits d'auteur? Est-ce que ce ne serait pas finalement le dernier bastion où, face aux droits d'auteur, est-ce que oui ou non, la liberté d'expression et l'article 10 pourraient être invoqués pour faire valoir justement le droit à l'information, ou plus précisément, parce que ça fait partie de la liberté d'expression, la liberté de création. Et c'est là où j'imagine que vous avez dû commencer à en parler, où il y a eu une évolution très sensible de la jurisprudence européenne, parce qu'on constate que ça vient quasiment à chaque fois de la juridiction des juridictions européennes, où deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sont venus un petit peu titiller les droits d'auteur
en disant qu'effectivement, dans certains cas, on pouvait l'invoquer, cet article 10. Et puis, et ça, je redonnerai la parole immédiatement à Alexandre, on verra que finalement, au sein même de la juridiction européenne, est intervenu un peu plus tard, les arrêts dont je parle sont de 2013, et ensuite la Cour de justice de l'Union européenne est intervenue récemment sur 3 arrêts en juillet 2019, où elle est un peu revenue sur cette acception générale de l'article 10 en la limitant quelque peu, ce qui, on en débattra sans doute, n'est pas une jurisprudence très évidente à appliquer pour les juges du fond. Alors, je redonne, excusez-moi encore une fois de mon retard, voilà ce que je voulais dire pour camper cet esprit, ce parfum de liberté d'expression. Est-il maintenant applicable en droit d'auteur? Quid de cette jurisprudence? Et je redonne tout de suite la parole à Alexandre. Merci Florence. Alors, c'est intéressant effectivement de voir et de raisonner par rapport sur un retour. Ça vient peut-être de chez toi, Florence, non? Pardon, Florence, que tu peux... Essaie de couper ton micro, Florence. Oui. Donc là, ce sera... Oui, voilà, c'est mieux. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Oui. Donc, c'était intéressant, justement, ces informations sur la façon dont, en matière de vie privée, a été également appliquée et qu'au final, on est arrivé, et la CEDH a poussé, justement, enfin, je reprends ton expression, est venue insuffler un petit peu des droits de l'homme dans les problématiques de vie privée. En matière de droit d'auteur, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que les choses sont alors plus complexes, peut-être pas, parce que je pense que c'est tout aussi complexe en matière d'autres droits privés, vie privée, mais en tout cas, il y a, c'est vrai, ce socle des exceptions de L122.5 qui fait que on a tendance à considérer qu'à partir du moment où il y a des exceptions, et ben, du coup, on ne doit pas en sortir. Et c'est vrai que dans un premier temps, je vous propose de voir, parce qu'un certain nombre de ces exceptions, comme je vous le disais, portent ou relèvent de la liberté d'expression. Alors, les exceptions qui sont prévues à l'article L122.5, il y en a, comme je vous le disais, un certain nombre, hein, je ne vais pas toutes les évoquer, elles ont à chaque fois des finalités particulières, elles recherchent à protéger un intérêt particulier. Ça peut être la protection de la recherche et de l'enseignement, ça peut être une volonté de protéger des événements privés, comme par exemple, vous connaissez certainement l'exception de copie privée ou l'exception de cercle de famille, qui fait qu'à partir du moment où on reproduit une œuvre, par exemple une musique ou un film, à l'intérieur d'un cercle de famille, eh ben, ça ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur parce qu'on considère que ça reste dans un espace privé. Donc, il y a un certain nombre d'exceptions comme ça qui existent. Et il y en a un certain nombre dont on voulait vous parler qui relèvent quelque part de la liberté d'expression. Donc, on voulait vous parler essentiellement de l'exception de parodie, de l'exception d'actualité, puisqu'il y a une exception d'actualité en matière de droit d'auteur qui a été mise en place par le législateur à l'article 122.5 depuis 2006. Et puis, on dira aussi quelques mots peut-être avec Judith sur les questions du data mining et les nouvelles exceptions qu'on connaît en matière de fouille de données, qui sont un peu proches et qui méritent également d'être soulignées. Donc, en premier lieu, la liberté d'expression. Pour répondre à Florence, la liberté d'expression est protégée dans le cadre de L122.5 déjà par le biais de l'exception de parodie. Alors, l'exception de parodie, vous la connaissez forcément. Ça existe depuis très longtemps en matière de droit d'auteur. Je crois que ça figurait dans les textes et dans la loi d'origine de 1957, dans la directive de 2001 également. C'est une exception classique parce qu'on considère que, quelque part, les droits d'auteur doivent s'effacer face au droit à l'humour, le droit à la raillerie, le droit à la caricature. Donc, à partir du moment où on invoque cette exception et qu'on rentre dans les clous, dont on va parler un petit peu, on va considérer qu'il n'y a pas contrefaçon à reproduire une œuvre pour la parodier, pour la caricaturer. La difficulté de cette exception de parodie, c'est qu'il n'y a pas des critères qui sont, je dirais, extrêmement précis et posés par l'article L122.5 et le législateur. On nous dit qu'il faut se référer aux lois du genre. C'est du coup quelque chose de relativement parfois subjectif. Alors on a un socle quand même de critères qui nous permettent de voir et d'apprécier s'il y a parodie ou pas. Et je vous propose, alors je vais essayer de partager l'écran, de voir deux exemples jurisprudentiels qu'on vous a préparés pour illustrer
cette exception de parodie. Hop. Alors, hop. Et le premier exemple dont on voulait vous parler, c'était une jurisprudence donc de la Cour d'appel de Paris du 22 décembre 2017 et qui portait sur cette couverture du point qui avait reproduit, vous le voyez ici, partiellement en tout cas, le buste qui avait été donc sculpté par le sculpteur Aslan et qui était le buste de Marianne, qui était, je crois d'ailleurs, Brigitte Bardot, qui avait été fait dans les années 60 ou 70, je ne sais plus. Bref, les héritiers du sculpteur avaient assigné en contrefaçon le magazine Le Point en leur reprochant cette reproduction-là, et Le Point justifiait son propos, cette reproduction, par l'exception de parodie. Alors c'est vrai que ce n'était pas forcément évident, parce que la parodie, on a tendance à considérer qu'il faut que ce soit quand même un tant soit peu humoristique. Donc là, situé dans le contexte, n'est pas forcément évident. Le Point n'est pas a priori un journal extrêmement parodique, qui fait beaucoup de caricatures, mais il n'empêche, et c'est ce que je vous ai indiqué ici, que l'exception de parodie a été retenue dans ce cas-là, et la Cour a retenu deux lois du genre, deux critères qui lui permettent de dire que c'était une parodie licite qui faisait échec au droit d'auteur et donc qui justifiait la possibilité pour Le Point de reproduire en une cette œuvre du sculpteur Aslan. La Cour d'appel a considéré et a constaté qu'il y avait une référence qui était non équivoque à l'œuvre parodiée, mais sans risque de confusion. Ça, c'est un critère qui est essentiel en matière de parodie, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une distanciation entre votre parodie et l'œuvre initiale. Il faut bien qu'on voit qu'on se situe dans un contexte caricatural, parodique, et pas dans une simple reproduction. Et là, en l'occurrence, la distanciation et l'absence de confusion a été réalisée et a été constatée par les magistrats par ce photomontage, je dirais, cette distanciation où on voyait une Marianne qui prenait un petit peu l'eau pour illustrer justement le propos qui était celui du magazine en question et qui consistait à dire que la France vivait une période un petit peu difficile. Donc ça, c'était un premier point qui a été mis en œuvre mis en évidence par les magistrats. Et un second point qui était la finalité humoristique. Là, on pourrait peut-être plus en discuter, mais les magistrats ont constaté, d'ailleurs assez justement, que le droit à l'humour n'était pas forcément réservé aux journaux satiriques et que des journaux plutôt sérieux ou plutôt d'actualité avaient aussi le droit d'avoir une certaine distanciation, une certaine satire des icônes de la République. Donc là, en l'occurrence, dans cet exemple-là, l'exception de parodie a été retenue et donc la liberté d'expression a été préservée contre les droits d'auteur du sculpteur. Un autre exemple dont je voulais vous parler est celui-ci. Donc ici, sur la colonne de gauche, vous avez donc, sur les lignes plutôt en haut, Coq en toc et la lotus bleue, vous avez une parodie qui avait été faite par une maison d'édition des albums de Tintin qui figurent donc en bas. En l'occurrence, il s'agissait de parodies, mais ce n'était pas des bandes dessinées, c'était des romans. Et cette maison d'édition proposait des romans autour de la parodie de l'univers de Tintin. Et c'était, donc vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir le nom des auteurs, enfin des auteurs, des héros, c'était les aventures de Santin et de son ami loup. Et il reproduisait sur la une et sur la couverture des romans une parodie, une imitation de la couverture originale de Tintin. La particularité, ce qui est un petit peu peut-être plus choquant pour les gens qui font de l'API, c'est que il y avait ce propos qui était humoristique, parodique, certes, mais en fait, la maison d'édition faisait ça sur l'intégralité du fond Tintin. C'est-à-dire que les albums de Tintin, je ne sais plus combien il y en a un certain nombre. Là, vous voyez derrière le quatrième de couverture des albums, vous en avez tout un tas. Et en fait, la maison d'édition, à chaque fois, faisait une histoire par album de Tintin en reproduisant, imitant la couverture et en utilisant les héros, Tintin à la place de Tintin, et puis son ami loup, etc. Donc, ça a été jugé, je crois, en première instance par le TGI d'Evry, qui n'a pas retenu, je crois, la contrefaçon parce qu'il a fait droit à l'exception de parodie, mais par contre, la maison d'édition en question avait été condamnée pour parasitisme, concurrence déloyale et parasitisme. La Cour d'appel de Paris a confirmé sur l'exception de parodie, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, en retenant
Donc, je vous ai mis ici les éléments les plus importants par rapport aux lois du genre, que là, pareillement, il y avait une référence non équivoque à l'œuvre parodiée. Il n'y avait pas de confusion, on ne pouvait pas confondre la BD Tintin avec le roman Tintin et son ami Lou. Il y avait aussi une discussion juridique sur le fait de savoir si le fait de changer de genre, le fait de passer d'une BD à un roman pouvait jouer en faveur ou pas, d'ailleurs, de l'exception de parodie. Ça n'a pas été un sujet et la Cour a dit qu'on pouvait changer de genre, il n'y avait pas de difficulté. Qui avait une finalité humoristique qui, en l'espèce, était évidente, parce que c'était des livres qui étaient extrêmement parodiques, certes qui tournaient autour de l'univers de Tintin, mais qui quand même avaient pour but de se moquer, de railler un petit peu les caractères des différents personnages. Et il a considéré qu'il n'y avait pas de détournement de notoriété. Là, de mon point de vue, c'est un peu plus... On pourrait peut-être en débattre, parce que c'est vrai que du coup, le fait de se caler sur l'intégralité du fond et de proposer systématiquement un roman par album de Tintin, en tout cas, sur l'exception de parodie, l'exception de parodie a été retenue et je vous ai mis un considérant de la Cour qui est intéressant dans notre propos et qui nous a expressément dit que l'exception de parodie procède de la liberté d'expression qui a valeur constitutionnelle. Donc on voit par rapport à mon propos introductif que l'exception de parodie, qui est une exception de L122.5 prévue par le législateur, procède, se réfère directement à la liberté d'expression. Donc, c'est un premier moyen, je dirais, de concilier la liberté d'expression et les droits d'auteur, c'est de faire usage de cette exception prévue par les textes, qui est l'exception de parodie, qui est, vous l'avez compris, certes, un petit peu, je dirais, enfermée dans cette finalité et cette destination humoristique, et qui, parfois, notamment dans le cas de la création pure, je dirais, de peintres ou d'artistes ou de sculpteurs, mais est peut-être un petit peu absente. Donc, c'est vrai que sur la création pure, on a un peu du mal à avoir recours à l'exception de parodie, mais en tout cas, sur tout un tas d'autres, je dirais, sujets, on peut y avoir recours pour justement faire valoir et faire prévaloir la liberté d'expression. Voilà ce que je voulais vous dire sur la première des exceptions qui est prévue par L122.5, qui est l'exception de parodie. J'avais également un autre propos qui était lié à l'exception dite d'actualité. Alors l'exception d'actualité, c'est L122.5-9, enfin 9e, c'est une exception qui a été mise en place par la loi de 2006 et qui prévoit, alors je ne vais pas vous la lire parce que c'est plutôt long, mais en substance, si je peux la résumer, c'est le fait de pouvoir faire bénéficier au titre de presse d'une exception au droit d'auteur lorsqu'ils reproduisent des œuvres qui font l'objet d'une actualité. Donc, si les titres de presse veulent faire état d'une exposition d'un artiste, eh ben, en vertu de cette exception, il pourrait, je mets le conditionnel parce qu'on n'a pas non plus énormément de jurisprudence, on en a même très peu au final, il pourrait reproduire l'œuvre du peintre ou du sculpteur en question pour faire état de cette actualité, pour annoncer l'exposition. C'est un peu l'idée de l'exception d'actualité. Les textes L122.5, 9e, encadrent cette exception, nous disent que l'œuvre qui est reproduite doit avoir une relation directe, c'est les termes qui sont utilisés par l'article, une relation directe avec l'actualité, donc il faut qu'il n'y ait pas de distanciation, il faut que ce soit l'œuvre qui soit concernée par l'actualité, par exemple en matière d'exposition, que la reproduction doit être proportionnée, etc. Et elle nous dit également que cette relation ne peut pas être indirecte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire une photographie ou une illustration qui elle-même a pour objet de retracer l'actualité. Donc, si jamais on a par exemple une affiche d'une exposition, l'affiche est une illustration qui retrace une actualité qui est l'exposition, produire l'illustration, puisque là c'est indirect, l'œuvre qui a une relation directe avec l'exposition. Sur cette exception d'actualité, on en a beaucoup parlé, la doctrine aussi également, on a pas mal parlé, on a peu d'exemples jurisprudentiels, on a quand même réussi à vous en trouver une, qui est celle-ci. Alors, je ne vous ai pas mis les images parce qu'il n'est pas assez tard et que je ne pouvais pas. C'est en fait, ça portait sur des photographies qui avaient été faites par un photographe de charme et qui illustrait à la fois une couverture d'un magazine, lui, en décembre 69, donc ça date, et également l'affiche du film Emmanuel, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le fauteuil en rotin.
Donc, c'était ces deux photographies-là qui avaient été reproduites par le magazine Lui, mais en 2013, puisque le magazine avait été arrêté pendant un temps assez important et qu'en 2013, des personnes avaient décidé de relancer le magazine. Je crois qu'il y avait notamment Frédéric Becbédé qui était dans le coup et qui relançait ce magazine en 2013. Et à l'occasion de cette reprise d'édition, un article avait été fait qui reproduisait les photographies de ce monsieur X pour justement se rappeler des couvertures de l'époque. Et ce monsieur X n'était pas d'accord et s'est opposé et estimé qu'il s'agissait d'un cas de contrefaçon. Dans le cadre du procès qui s'en est suivi, et notamment devant la Cour d'appel de Paris, dont je vous ai mis dans l'arrêt, je vous ai mis les références ici, le 1er février 2019, donc c'est relativement récent. Sud Express, donc, qui était celui qui éditait et qui diffusait le magazine Lui, se défendait en faisant état de cette exception d'actualité, en disant « mais vous ne pouvez pas m'interdire, ça ne porte pas atteinte aux droits de l'auteur, puisque je suis dans le cadre de l'exception d'actualité, puisque j'ai reproduit ces photographies parce que on relançait le magazine en 2013, et que du coup, en relançant le magazine en 2013, quelque part, on pouvait faire état de cette actualité des anciennes couvertures et des photographies qui étaient parues dans ce magazine il y a maintenant plusieurs années. Et en plus, ils expliquaient que l'actrice du film Emmanuel sortait à l'époque où l'article avait été fait elle-même un film sur sa vie, et que du coup, quelque part, c'était faire écho à cette actualité du film que de reproduire cette photographie. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris n'a pas retenu l'exception d'actualité, puisqu'elle a considéré que, je vous ai mis les considérants principaux ici, que les photographies n'étaient pas en relation directe avec l'information de la nouvelle parution du magazine. Il n'y avait pas un lien qui était assez direct entre le fait de relancer un magazine, le fait de faire un article pour relancer un magazine, et le fait de reproduire des anciennes photographies qui avaient été éditées dans ce magazine-là. Et ensuite, je vous ai mis un autre considérant qui est aussi intéressant que je voulais souligner, qui était par rapport à la photographie, puisque le monsieur X disait oui, mais de toute façon, l'exception d'actualité, ça ne peut pas marcher dans ce cas-là, puisqu'on a vu que ça ne marchait pas sur les photographies et les illustrations, l'exception d'actualité. Et là, la Cour lui a dit non, c'est comme ça que moi je l'interprète en tout cas, cet alinéa ne veut pas dire que cette exception d'actualité ne marche pas pour les photographies et les illustrations, elle veut simplement dire qu'elle ne marche pas pour les photographies et les illustrations qui elles-mêmes traitent de l'actualité. Et là, en l'occurrence, monsieur X, vous ne justifiez pas en quoi les photographies de l'époque ont trait justement à l'actualité de la réédition du magazine. Donc ça permet aussi de voir et de délimiter un petit peu la portée de cette exception à l'exception, je dirais. Donc voici ce que je voulais vous dire sur cette deuxième exception d'actualité. On voulait également vous parler, dans le cadre de nos discussions sur L122.5, de l'exception de data mining. Alors je vais laisser la parole peut-être à Judith sur ce point-là, si tu veux bien, Judith. Oui. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on a des exceptions qui sont quand même amenées à évoluer en fait. Il y a de nouvelles exceptions qui apparaissent. Celle dont vient de parler Alexandre, je crois qu'elle date à peu près de 2006. Il y en a une, par exemple, qui date de 2016. Je vous en dis juste un mot parce que c'est intéressant de voir un peu l'évolution. On voit que c'est une évolution qui est faite en fonction de l'évolution des pratiques, progrès technologiques. Donc, il y a eu pas mal de commentaires sur la nouvelle exception. Alors, c'est le 11e de l'article 122.5 et ça concerne ce qu'on appelle l'exception de panorama. Donc, c'est vraiment sur la reproduction, notamment d'œuvres architecturales ou de sculptures qui sont sur la voie publique. Donc là, on voit que le législateur insère cette exception. L'exemple qu'on peut donner, c'est quand on fait juste un selfie devant une sculpture dans la rue, avant à tomber sous le coup d'une interdiction liée à la protection du droit d'auteur. Et là, maintenant, on a cette exception qui est prévue, qui permet de mettre sur les réseaux sociaux, par exemple, des photos qui intègrent en fond, si c'est sur la voie publique, une sculpture ou un monument architectural. Et effectivement, le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous,
sur ces exceptions. C'est des nouvelles exceptions qui vont être ajoutées. Alors, c'est pas encore transposé. On attend la façon dont ça va être transposé en droit français, mais c'est des exceptions qui ont été intégrées par la nouvelle directive sur le droit d'auteur, donc c'est la directive du 17 avril 2019, et qui concerne effectivement le text and data mining ou la fouille de données et de textes. Et donc, alors qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment comment par des traitements automatisés, en fait, on va réussir à aller chercher des données. Les données, ça peut être des sons, des images, des textes. C'est vraiment très large dans la directive. En tout cas, c'est plus large que ce qui était prévu, ce qui avait été inséré dans le Code de la propriété intellectuelle pour les bases de données. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a, ça concerne les bases de données. Et c'est assez limité puisque c'est réservé à la recherche scientifique, parce qu'on a toujours ce souci à la fois de préserver le droit d'auteur, tout en quand même permettant à la recherche de bénéficier d'informations, etc., et puis de favoriser tout ce qui va être progrès scientifique, technologique, etc. Mais donc, on avait une exception qui concernait les bases de données. Et là, avec la directive, quand ce sera transposé, ce sera beaucoup plus large, puisque ce sera plus que les bases de données, mais également, et donc plus seulement les écrits aussi, parce que c'était réservé à des textes. Et là, ça va concerner des données qui vont être beaucoup plus larges. Alors, on voulait vous en parler parce que ça a un intérêt notamment pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, et particulièrement dans le domaine de la création artistique. Il y a beaucoup d'œuvres de plus en plus aujourd'hui qui sont créées à partir de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que la question se posait de savoir, parce que l'intelligence artificielle, ça marche avec un algorithme, mais ensuite l'algorithme, il est nourri à partir de données, et des données en quantité extrêmement importante. Donc, par exemple, pour réaliser un tableau, on va nourrir l'algorithme avec plein de détails de tableaux. C'est un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et notamment avec cette œuvre dont vous avez sûrement entendu parler, le portrait d'Edmond Bellamy, qui avait été vendu chez Christie's il y a 1 an ou 2 ans, et donc qui était réalisé à partir de plein de détails de portraits sur toute l'histoire du portrait du Moyen-Âge, je crois, jusqu'au 18 ou 19e siècle. Donc la question se posait, en fait, de savoir comment finalement ne pas freiner le progrès et la recherche en développant cet outil, par exemple, de l'intelligence artificielle, tout en préservant aussi le droit d'auteur, puisque ça ne marche pas sans l'utilisation de ces données. Donc là, on a une exception qui va être introduite dans le droit français prochainement, avec une particularité. Alors peut-être ça présente un intérêt pour vis-à-vis de nos clients, c'est que pour ce qui est du consentement, parce qu'il y a quand même une notion de consentement qui rentre en cause, bien évidemment, c'est que la possibilité, en tout cas ce qui est prévu par la directive, c'est une possibilité de sortie qu'on appelle opt-out. Mais donc ça veut dire qu'il faut indiquer de manière suffisamment claire, ça peut être dans des conditions générales ou ça peut être par des moyens techniques sur la base de données, par exemple. Il faut indiquer qu'on ne veut pas donner accès à ces données. Et sinon, ça fera partie d'une prochaine nouvelle exception. Voilà donc pour ce qu'on voulait vous dire, en tout cas sur les exceptions. Alors, il y en a d'autres, mais bon, on s'est limité à vous donner quelques exemples qui étaient un peu en lien avec la liberté d'expression. Ce qu'on voit malgré tout, c'est qu'on a quand même une liste limitative. Ça, c'est quand même le principe qui est posé en droit français, c'est que les exceptions et toute cette liste de l'article 122.5, c'est une liste qui est limitative. L'autre principe à retenir, c'est que l'interprétation de toutes ces exceptions, elle est stricte et elle se fera toujours en faveur du droit d'auteur. D'ailleurs, si on lit bien l'article 122.5, on voit que, in fine, ce que dit la loi, c'est que les exceptions qui sont énumérées dans cet article, elles ne peuvent pas porter atteinte à une exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Donc, on voit qu'il y a quand même toujours
le souci de protection des droits de l'auteur, très important en droit français. Donc, dans ces conditions, on peut penser, pour revenir à notre discussion sur la liberté d'expression, la question qui se pose, c'est à partir du moment où on a une liste d'exceptions très limitée, eh bien, est-ce que la liberté d'expression peut être une limite qui viendrait s'ajouter à celles qui sont prévues par le droit national. Alors, quand on regarde la jurisprudence, c'est un petit peu ce que vous expliquez, Alexandre, c'est que la réponse jusqu'à récemment, enfin, c'est pas si récent que ça, Florence l'a un peu évoqué avec les décisions qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, mais jusqu'à l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme en 2013, on n'admettait pas l'exception de liberté d'expression. Et avec donc ces deux arrêts qui étaient évoqués par Florence, ces deux arrêts qui sont rendus en 2013, je vous ferai le partage d'écran un peu plus tard. Vous aurez les références de ces deux arrêts. Il y en a un plus particulièrement dont je vais vous parler. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que la Cour se prononce en 2013 sur ce fameux conflit droit d'auteur, liberté d'expression. Et en fait, la Cour va considérer que la liberté d'expression… Judith, pardon. Oui. J'avais quelques slides pour expliquer la période antérieure aux arrêts de la CEDH. Tu veux en parler maintenant? Peut-être, oui. Et puis je te redonne la parole après sur les arrêts de la CEDH. Voilà. Très bien. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs temps dans l'application par la jurisprudence française de la liberté, en tout cas la façon dont elle a accepté le principe de liberté d'expression en dehors des exceptions légales de L122.5. Et moi, je voulais juste vous parler, avant de vous parler des arrêts de la CEDH, vous parler de deux arrêts pour montrer un petit peu quelle était la position des tribunaux avant ces arrêts de 2013. Donc, il y a une affaire Utrio ici notamment et une affaire 11 mondiale où, grosso modo, le législateur, les tribunaux considéraient qu'à partir du moment où le législateur avait posé des exceptions avec les principes d'interprétation, Judith, il n'y avait pas lieu à aller et à intégrer et à aller chercher d'autres exceptions qui ne figurent pas dans les textes. Les tribunaux considéraient que le droit d'auteur, comme je vous l'ai dit, était aussi une liberté, un droit fondamental qui était protégé par les articles, par les conventions que je vous ai citées au début, et que donc il n'y avait pas lieu d'appliquer des limitations qui n'étaient pas prévues par les textes. Donc vous avez ici un exemple avec l'affaire Utrio, où c'était, je crois que c'était un reportage de France 2 qui avait reproduit, à l'occasion d'une exposition du peintre Utrio, deux tableaux qui sont ici. Alors, je ne sais pas si exactement c'était cela, mais en tout cas, ils avaient reproduit pour annoncer l'exposition du peintre ces deux tableaux-là. Et on voit que la Cour de cassation a dit que le moyen tiré de l'article 10 est ici inopérant, puisque ce n'était pas au final nécessaire d'utiliser et de reproduire ces deux tableaux-là. Pareillement, pour la reproduction d'une couverture d'un magazine, donc là c'était 11 mondial, il y a eu un procès parce que 11 mondial avait reproduit le trophée de la Coupe du Monde qui est aussi protégé au titre des droits d'auteur, et la FIFA avait fait un procès à 11 mondial en reprochant justement cette contrefaçon de droits d'auteur. On invoquait, et là aussi, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour de cassation nous a dit et disait que l'article 10 de la Convention des droits de l'homme trouve ses limites dans le respect des autres droits identiquement protégés, notamment celui du droit des biens, donc de la propriété intellectuelle, protégé également par l'article 1 du protocole additionnel. Bref, la jurisprudence jusqu'aux arrêts de 2013 de la CEDH était extrêmement fermée quant au fait de recevoir des exceptions qui n'étaient pas prévues par L122.5. Puis, du coup, sont arrivés ces arrêts de la CEDH de 2013, et je laisse du coup Judith vous en parler. Voilà. Donc pour revenir aux deux arrêts de la CEDH, on va surtout parler de celui qui concerne la France, c'est l'affaire HB Donald contre France. Donc c'est un arrêt du 10 janvier 2013. Alors rapidement sur les faits, puisque c'est surtout les principes qui nous intéressent, mais il s'agit d'une société qui en fait avait reproduit sur son site internet des photographies qui étaient des photographies de création de mode issues d'un défilé.
et la société en question est condamnée pour contrefaçon de droits d'auteur. L'affaire va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui va considérer pour la première fois donc que cette condamnation constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, mais que cette ingérence, elle est prévue par la loi et qu'elle est justifiée, qu'elle répond à un but légitime et proportionné. Donc, pour revenir un peu sur les principes et ce que va reconnaître la CEDH dans cette affaire, c'est tout d'abord le fait que la liberté d'expression, pour la première fois, donc, constitue une exception à l'exercice du monopole du droit d'auteur. Donc ça, c'est la première fois. C'est une exception qui vient s'ajouter à ce qui pourrait être prévu dans les différents droits nationaux. Et ensuite, elle raisonne en appliquant ce qu'on va appeler le raisonnement, le triple test. Donc en fait, elle considère dans un premier temps qu'on est bien dans un cas de liberté d'expression, que c'est une restriction qui est apportée à cette liberté d'expression et que donc cette restriction apportée à la liberté d'expression, elle ne peut s'appliquer que dans le cadre de l'article 10.2. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a le principe à l'article 10.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et ensuite l'article 10.2 qui prévoit des exceptions dans certaines circonstances. Donc, quelles sont ces circonstances? D'abord, il faut que la restriction soit légale. Donc, à partir du moment où on est dans la question qui se pose, c'est l'application du droit d'auteur qui vient un peu s'opposer donc à la liberté d'expression. On est bien dans le cadre d'une restriction qui est légale puisqu'elle s'appuie sur le monopole du droit d'auteur, la protection offerte par le droit d'auteur. La première condition, donc, c'est la légalité. La deuxième condition, c'est qu'il faut que cette restriction soit légitime. Ça veut dire qu'il faut qu'elle réponde à l'un des buts qui est proposé, pas vraiment le bon terme, mais prévu par l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Là encore, la Cour européenne considère qu'on rentre bien dans un cadre de restriction qui est légitime parce que l'article 10.2 prévoit le cas dans les exceptions qui sont admises, dans les restrictions qui sont admises et qui peuvent être apportées au principe de liberté d'expression, il y a notamment la protection des droits d'autrui. Donc, comme le disait Alexandre tout à l'heure, le droit d'auteur, c'est considéré comme un droit de propriété, c'est un droit d'autrui. Donc, on est bien là encore dans une restriction qui est légitime, puisqu'on rentre bien dans les conditions qui sont prévues par l'article 10.2. Et la dernière condition, c'est la proportionnalité. Il faut que la restriction soit proportionnée au but poursuivi. Donc ça veut dire que là, ce qui intervient, c'est un élément dont on va parler pas mal ensuite avec la façon dont la jurisprudence en France a appliqué ces principes, c'est l'idée de balance des intérêts. Balance des intérêts et de juste équilibre. C'est vraiment les deux termes qui sont importants et qui réapparaissent dans toutes les décisions qui vont être rendues à la suite de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que c'est la balance des intérêts? C'est que si on condamne sur le fondement du droit d'auteur, il faut que ce soit proportionné par rapport au but poursuivi par la protection du droit d'auteur. Donc, la Cour considère que si la manière dont le juge national en fait, protège le droit d'auteur est contraire à la liberté d'expression, alors il faudra une dérogation au droit d'auteur, même si cette dérogation n'est pas prévue par la loi. Donc c'est vraiment ça le grand bouleversement apporté par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ensuite, on va voir comment c'est appliqué en France. Et le premier arrêt qui va vraiment faire couler beaucoup d'encre, c'est une série d'arrêts. Il y en a 4, puisque c'est jusqu'à un arrêt de renvoi après cassation. Mais c'est une affaire donc très célèbre qui est l'affaire Classen. Alors là, je vais faire mon partage d'écran, comme ça vous verrez Alors, voilà. Alors, sauf que c'est pas le bon.
Voilà. Partager, voilà, vous voyez là. Oui. Oui. Voilà, donc on a cette affaire Classen dont on voulait vous dire un mot. Donc on ne va pas reprendre toutes les décisions, mais on va voir un petit peu quelle est l'évolution du juge et comment c'est appliqué. Donc la question qui se pose dans cette affaire, donc vous avez les illustrations, en fait c'est vraiment la question de la reproduction partielle d'œuvres photographiques qui sont des œuvres photographiques d'Alix Malka et qui sont reprises par le peintre Peter Classen, qui est un peintre allemand qui se revendique comme faisant partie du mouvement de la figuration narrative et donc qui intègre ces photographies de Alix Malka dans une vingtaine de tableaux. Il y a plusieurs tableaux. Donc là, on a une affaire classique en fait de contrefaçon de droit d'auteur, en tout cas de ce que revendique Alix Malka, c'est la protection de ses œuvres, et donc il demande au juge de reconnaître eh bien que l'utilisation de ses œuvres dans les peintures de Peter Classen, c'est une contrefaçon, ça porte atteinte à ces œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur. Et Peter Classen, à l'inverse, invoque le fait que l'insertion de ces photographies eh bien, poursuit un but critique et social. Alors pourquoi il dit but critique et social? Parce qu'il se revendique du mouvement de la figuration narrative. La figuration narrative, c'est un mouvement justement qui en gros, voit l'art comme un outil de transformation sociale, en gros, pour simplifier. Donc lui, il revendique donc voilà un message critique de la société, etc. dans ses œuvres, qui fait donc partie de sa liberté d'expression et de sa liberté de création artistique. Donc on a plusieurs décisions qui sont rendues. Alors, je vous dis un mot sur l'arrêt de la Cour d'appel, parce que c'est l'arrêt qui va être cassé. L'arrêt de la Cour d'appel retient la contrefaçon de droit d'auteur. Il considère que l'exercice de la liberté d'expression de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme est susceptible d'être limité par d'autres droits, donc droits d'autrui, dont le droit d'auteur. Et la Cour considère également que le principe de liberté d'expression ne peut pas mettre à mal la règle qui s'applique pour les œuvres composites. Donc en gros, la Cour d'appel, elle juge plutôt sur le principe de l'œuvre composite, donc une œuvre qui va intégrer une autre œuvre. Et là, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle dans ce cas, c'est de dire que si on utilise une autre œuvre, une œuvre préexistante dans une œuvre nouvelle, c'est toujours à la condition de respecter le droit d'auteur de l'œuvre qu'on a utilisée. Et que donc on ne peut pas invoquer la liberté d'expression et que ça permettrait juste de ne pas respecter des dispositions très claires du Code de la propriété intellectuelle. Mais donc elle retient la contrefaçon en gros sur ces deux motivations principales. Et la Cour de cassation casse, rend un arrêt de cassation, arrêt de principe. Et ce que dit la Cour de cassation, je vous ai mis l'attendu essentiel dans cette affaire, c'est elle reproche en fait au juge de ne pas avoir expliqué de manière concrète, c'est important, de façon concrète, en quoi la recherche d'un juste équilibre, donc on a bien ce juste équilibre, cette balance des intérêts de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est directement issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc elle reproche au juge de ne pas avoir expliqué de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre les droits en présence commandait la condamnation qu'elle prononçait. Donc la Cour de cassation dans cet arrêt, elle reconnaît, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, et bien qu'il y a une exception autre, en fait, au monopole du droit d'auteur, qui serait la recherche d'un juste équilibre avec la liberté d'expression. Donc ça constituerait une nouvelle exception. Pour la première fois, c'est un revirement par rapport à la jurisprudence, notamment du trio dont parlait Alexandre. Et elle insiste aussi sur cette appréciation in concreto
donc c'est-à-dire au regard des circonstances de chaque espèce, pour savoir si la restriction apportée est bien proportionnée, c'est-à-dire si elle répond à un besoin impérieux en fait, qui nécessite donc qu'il soit porter atteinte au droit d'auteur, en fait. Donc, cette position de la Cour de cassation, elle va être très critiquée par la doctrine, parce qu'on considère que c'est vraiment une atteinte, justement, aux exceptions, au monopole du droit d'auteur. Donc, il y a vraiment une grande partie de la doctrine qui est très, très réticente à cette évolution. Alors, à la suite de cet arrêt, donc on attendait vraiment d'abord l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel de Versailles, et puis ensuite de voir comment dans d'autres décisions, ça allait être, ces principes allaient être repris. Alors, d'abord, pour la Cour d'appel de Versailles, c'est un arrêt assez intéressant, alors qui confirme, hein, qui retient toujours la contrefaçon. Hein, il n'est pas question. D'ailleurs, on n'a aucune décision qui n'ont pas protégé le droit d'auteur. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est toujours. On discute beaucoup de liberté d'expression, mais au final, c'est toujours le droit d'auteur qui l'emporte. Malgré ça, ce que dit la Cour d'appel de Versailles, c'est qu'il n'y a pas de suprématie du droit d'auteur sur la liberté d'expression. Il n'y a pas un droit qui prévaut sur l'autre et qu'il n'est pas question que le juge soit un arbitre, en fait, et entre ces deux droits pour dire qu'il y en a un qui vaudrait plus que l'autre, qui serait plus intéressant, etc. Ou en tout cas qui mériterait plus de protection. Ça, c'est la première motivation de la Cour d'appel de Versailles. Ensuite, et c'est là un peu où on attendait, la Cour, c'est sur l'appréciation in concreto. Comment est-ce qu'on apprécie cette recherche du juste équilibre et surtout comment on répond en fait à cette question d'impérieuse nécessité, parce que c'est quand même les termes qui sont dans les décisions. En quoi, en fait, comment Peter Classen, en quelque sorte, pouvait démontrer, comment il aurait pu démontrer qu'il était absolument nécessaire de reproduire sans autorisation les photographies de Alix Malka. Alors, il y a un élément qui va être retenu. J'imagine que Peter Classen a dû s'en mordre les doigts parce que malheureusement, dans sa défense, il a évoqué le fait que ces photographies, finalement, elles étaient parfaitement substituables. Qu'en fait, il aurait très bien pu prendre d'autres photographies. Ce qu'il voulait dénoncer, c'est la merchandisation, la publicité, etc. Et que finalement, là, il avait pris ces photographies d'Alix Malka qui sont des publicités commerciales. Hein, c'est vraiment des photographies commerciales, c'est pour de la publicité. C'est pour ça qu'il les avait choisies. Mais ce qu'il a dit à un moment donné dans sa défense, c'est finalement que voilà, les photographies étaient substituables, qu'il aurait très bien pu en prendre d'autres. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui va être vraiment retenu contre lui, puisque finalement, à partir du moment où les photographies sont substituables et qu'il aurait pu en prendre d'autres, eh bien, les juges considèrent que ça ne répond pas du tout à un besoin impérieux et que donc ça ne justifie pas l'atteinte au droit d'auteur, même si la liberté d'expression et la liberté de création sont invoquées dans cette affaire. Alors, on peut quand même se demander s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu gênant dans cette motivation. Parce que finalement, c'est comme si le juge se donnait un peu un droit de regard sur l'œuvre utilisée par l'auteur, en lui demandant de se justifier, en considérant que finalement, il ne réussit pas à se justifier, il ne réussit pas à dire en quoi c'était cette photographie et pas une autre. Est-ce que finalement, on n'a pas un juge qui s'immisce dans un processus créatif qui devrait être parfaitement libre, et c'est quand même aussi
un principe qui est défendu en droit d'auteur, de dire que les œuvres sont protégées, quelle que soit leur qualité, leur mérite, leur forme, etc. Ça, c'est des principes qui sont posés dans le Code de la propriété intellectuelle. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas une manière un peu détournée de juger du choix de l'artiste que de lui demander de se justifier d'abord et puis surtout de considérer au final qu'il s'est mal justifié sur ce point-là. Une autre difficulté peut-être que pose cet arrêt, c'est comment finalement, dans quel cas est-ce qu'on pourrait imaginer que ça répondait précisément à un besoin impérieux. Quelle situation on pourrait imaginer, parce que une œuvre qui soit pas substituable, je sais pas s'il y en a. Alors, le sens que semblent prendre les juges, ce serait de dire finalement, pour que ce soit pas substituable, il faut que ce soit une œuvre extrêmement célèbre. On n'imagine que ce cas-là, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer dans quel cas est-ce qu'on reconnaîtrait que l'artiste ne pouvait pas faire autrement. Donc là, il y a quand même vraiment une question qui se pose et auquel on va voir les décisions qui sont rendues par la suite ne répondent pas, parce que quand on regarde les autres jurisprudences, alors il y en a une qui donne lieu donc toujours à cette appréciation in concreto de quel est le juste équilibre, etc. Alors il y a une affaire dont on voulait vous parler, c'est l'affaire Dialogue des Carmélites. Ça, alors il y a pas c'est sur le prochain slide. Je vous dis juste un mot de cette affaire rapidement. C'était un scénario de Georges Bernanos intitulé Dialogue des Carmélites, qui est adapté musicalement par Francis Poulenc en 1957. Et les ayants droit du droit moral, c'est pour ça qu'on voulait vous parler de cette affaire, parce qu'elle est vraiment très orientée droit moral et non plus seulement reproduction, etc. Et puis c'est une autre œuvre, donc avec un scénario et une adaptation musicale. Et donc les titulaires du droit moral, donc les ayants droit de Bernanos et Poulenc, considèrent qu'une adaptation, en fait une mise en scène qui est faite par un certain Tcherniakov et qui est donnée à l'Opéra de Munich, est une contrefaçon parce qu'elle porte atteinte au droit moral, parce que dans sa mise en scène, Tcherniakov en fait a modifié la scène finale pour vous simplifier l'affaire. Et donc là aussi, on a toute une série de décisions avec toujours une cour d'appel de renvoi qui est encore la cour d'appel de Versailles, donc qui finit par rejeter l'atteinte, alors que la première cour d'appel l'avait retenu. Là, au final, on considère qu'il n'y a pas de dénaturation de l'œuvre, qu'il n'y a pas d'atteinte au droit moral. Et c'est un exemple, là encore, où, en tout cas, la Cour casse, censure la Cour d'appel, en considérant qu'il n'y a pas cette appréciation in concreto et cette justification de la recherche, toujours, de ce juste équilibre. Une autre affaire dont on voulait vous parler, alors là, je reviens sur un autre slide. C'est voilà l'affaire, une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui concerne une œuvre de Kuntz. Et donc là aussi, on a toujours deux monopoles de droits d'auteur qui vont s'opposer. On a celui donc du photographe Jean-François Boré qui a fait cette photo de 2 enfants et la sculpture de James Kunz qui s'inspire très largement de la photographie. Ça, c'est pas contesté. De la même manière, alors je reviens pas là-dessus, c'est bien évidemment très largement motivé dans les décisions sur l'originalité de la photographie, le fait qu'elle est reprise par James Kunz, mais c'est pas contesté
par Jeff Koons dans cette affaire. Il reconnaît tout à fait qu'il s'est inspiré de cette photographie. Mais donc là aussi, on a un peu les mêmes problématiques, hein, avec toujours opposition, droit d'auteur, liberté d'expression, puisque c'est ce que va invoquer à nouveau Jeff Koons. Et là aussi, on a une analyse de la cour d'appel. Alors là aussi, condamnation, hein, c'est ce que je vous disais, on n'a que des condamnations. Hein. Donc, c'est Jean-François Boré qui l'emporte. On considère qu'il y a une contrefaçon et qu'il est porté atteinte à ses droits d'auteur avec cette sculpture. Mais là aussi, dans cette affaire, on a toujours cette appréciation et toujours cette demande de justification qui est faite. Là aussi, pourquoi cette photographie d'enfant et pourquoi pas une autre, avec des juges qui considèrent bien qu'il n'y a pas que l'artiste ne justifie pas qu'il ne pouvait pas utiliser une autre photographie. Voilà, donc on va voir maintenant comment, au regard de nouvelles jurisprudences, cette question a été rendue par la Cour de justice de l'Union européenne en juillet 2019, eh bien comment peut-être tout ça va à nouveau évoluer. Voilà, et je repasse la parole à Alexandre. Merci Judith. C'était assez intéressant en fait ce que tu disais, parce qu'on avait effectivement l'impression quelque part que l'artiste, sachant qu'il devait peut-être potentiellement dans le cadre d'un contentieux devoir justifier de la nécessité de reproduire l'œuvre, on pouvait se poser la question de savoir s'il ne pouvait pas justement étayer son dossier sur la nécessité au moment même de la création. Donc quelque part peut-être ça pourrait même modifier le processus de création, parce que si au final il va être condamné, en tout cas, ou si son conseil le lui dit, il pourrait être amené peut-être quelque part à mettre en avant certaines choses ou à communiquer de manière plus claire sur la nécessité de reproduire cette œuvre, parce que c'est cette œuvre-là et ça n'en est pas une. Exactement. Donc je pensais à ça, c'était intéressant. Donc c'était la situation de la position de la jurisprudence française post-arrêt CEDH 2013, avec la balance des intérêts. Donc, on en était là jusqu'à ce que 3 arrêts de la CJUE, donc là, c'est la Cour de justice de l'Union européenne, c'est pas la CEDH, soient rendus le 29 juillet 2019. Donc, comme vous le savez, la Cour de justice de l'Union européenne répond à des questions préjudicielles. Là, il s'agissait de 3 questions préjudicielles qui étaient posées par je crois, le gouvernement allemand. Et dans les 3 affaires, les espèces n'étaient pas forcément super intéressantes par rapport à l'apport des arrêts. C'était une affaire, je crois, qui portait, ça concernait bien évidemment du droit d'auteur. C'était, je crois, dans un premier temps, l'œuvre en question était un rapport militaire. Donc, il y avait une question de savoir si on pouvait interdire la diffusion d'un rapport militaire. Il y avait également en jeu des questions de droit voisin, de producteurs de phonogrammes qui voulaient s'opposer à la reprise d'un enregistrement dans un morceau dans lequel une autre création, mais dans lequel la reprise du morceau initial n'était pas, je dirais, audible et reconnaissable. Et la troisième, je crois que c'était sur des comptes rendus d'actualité, il y avait aussi une question de contrefaçon et de droit d'auteur. Ce qui est important dans ces arrêts-là, c'est la question et surtout la réponse qui a été apportée par la Cour de justice de l'Union européenne. La question que posait donc le gouvernement allemand était la liberté d'expression, article 11 de la Charte des droits fondamentaux. Donc là, on est sur la Charte des droits fondamentaux, pas sur la Convention européenne des droits de l'homme, puisque nécessairement la Cour de justice n'a à trancher et à juger que du respect des actes pour lesquels elle a une compétence. Donc, ce n'est pas la CEDH, c'est la Charte des droits fondamentaux. Donc, la liberté d'expression peut-elle fonder une exception ou une limitation au droit d'auteur hors de celle prévue par la directive 2011 ? Donc, la question qui était posée, c'était est-ce que la liberté d'expression peut caractériser en elle-même une exception au droit d'auteur ? Et la Cour de justice, en dehors de tout texte, de toute exception légale. Et la réponse de la Cour de justice est la liberté d'expression protégée par l'article 11 de la Charte ne saurait justifier une exception ou limitation au droit d'auteur non prévue par l'article 5 de la directive. Donc la Cour de justice nous dit condamne quelque part un petit peu ce que proposait de faire la CEDH, c'est-à-dire
vous ne pouvez pas, ce n'est pas autorisé d'aller chercher directement une liberté fondamentale, notamment dans la Charte des droits fondamentaux, la liberté d'expression, pour en faire en soi une exception au droit d'auteur. Donc ça condamne quelque part, en tout cas c'est comme ça que l'ont expliqué, l'ont analysé, je dirais, la doctrine, parce qu'on n'a pas encore de décision de juge du fond sur la façon dont ces arrêts vont être appliqués. Mais en tout cas, ça semble quand même être une condamnation assez claire de la balance des intérêts que proposait de faire la CEDH et de prendre directement en compte des textes fondamentaux, la CEDH ou la Charte, les articles relatifs à la liberté d'expression pour apporter une limitation directe à la législation sur les droits d'auteur. Là, la Cour de justice nous dit non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez appliquer les exceptions uniquement qui sont prévues par la directive et donc les textes nationaux qui transposent ces directives, à savoir en France l'article L122.5 dont on a suffisamment parlé. Donc ça semble assez clair, on se dit mince, du coup ça change tout, est-ce que les arrêts vont changer, est-ce que la position de la Cour de cassation va évoluer? C'est pas si simple que ça en fait, parce que c'est quand on regarde les autres questions qui ont été posées par le gouvernement allemand, on se rend compte qu'en fait la position de la Cour de justice est un peu plus compliquée, je dirais, que ça. La réponse était assez claire sur le fait de savoir si on peut utiliser une exception autre que ceux des textes légaux, c'est non. Mais par contre, il y avait d'autres questions qui lui étaient posées. Et notamment, alors je vous lis les questions, est-ce que la balance des intérêts peut conduire une juridiction nationale à se départir du principe d'interprétation stricte des exceptions au profit d'une interprétation qui tienne compte de la nécessité de respecter la liberté d'expression et d'information garantie par l'article 11 de la Charte? Ou une autre question qui était posée, mais de manière un peu plus, je dirais, simple et directe, dans quelle manière faut-il tenir compte des droits fondamentaux dans la détermination de l'étendue des droits patrimoniaux et de la portée des exceptions à ces droits? Donc là, on se situait non pas sur les questions qui étaient posées, c'était est-ce qu'on peut pas, il ne s'agit pas de savoir si la liberté d'expression peut constituer une exception au droit d'auteur, il s'agit de savoir, la question qui était posée, c'était est-ce qu'on doit prendre en compte ces libertés d'expression et les libertés fondamentales dans l'appréciation des prérogatives et des exceptions au droit d'auteur. Donc c'était au niveau du dessus en fait. Et la Cour de justice nous répond qu'il convient d'interpréter les prérogatives du droit d'auteur et les exceptions de manière à sauvegarder leur effet utile et à respecter leur finalité, une telle exigence revêtant une importance particulière lorsque ces exceptions ont pour finalité d'assurer le jeu des libertés fondamentales, telle la liberté d'expression, ce qui est notamment le cas des exceptions à des fins d'information d'actualité et de citation. Donc là, on voit qu'il y a un peu un changement de méthode en réalité que propose la Cour de justice. Elle ne veut pas qu'on se serve de la liberté d'expression, en tout cas de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, comme une exception au droit d'auteur, mais par contre, elle invite à intégrer cette liberté fondamentale dans la détermination de l'objet spécifique du droit d'auteur et dans l'interprétation que les juridictions vont faire, en réalité, des exceptions légales qui sont d'ores et déjà prévues. Elle invite, on parlait tout à l'heure du principe d'interprétation stricte des exceptions en matière de droit français. Là, quelque part, ce que nous dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire au contraire, il faut appliquer de manière large ces exceptions pour intégrer ces considérations de liberté d'expression et faire quelque part un peu une balance des intérêts, mais au niveau, je dirais, de l'interprétation des droits d'auteur, des prérogatives et des exceptions. Donc on voit qu'au final, ce qui semblait être des arrêts qui changeaient, qui condamnaient une méthode qui était celle de la CEDH, on la déplace un peu quelque part, on se situe plus au niveau des exceptions extérieures, mais il convient d'intégrer, pour déterminer l'étendue des prérogatives et la portée des exceptions légales, d'intégrer ces problématiques et ces considérations de liberté d'expression. Donc, on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur la façon dont ça va être appliqué, on n'en sait rien pour le moment. Il y a une seule décision, je crois, qui a été rendue sur la conciliation, liberté d'expression et droit d'auteur postérieurement à ces deux arrêts. C'était, je crois, l'arrêt, je ne me trompe pas à chaque fois, c'est la décision d'appel de Kunz, je crois, de décembre. Ouais. Kunz, postérieur en date. Kunz décembre, mais Kunz dans... Pardon, postérieur en date, parce que c'est décembre 2019, effectivement. Je n'ai pas précisé les dates, mais ça n'évoque absolument pas cette jurisprudence de la Cour de justice. C'est vrai que du coup, entre octobre et décembre, ça devait déjà être clôturé et les débats devaient déjà être clos. En tout cas,
la décision d'appel. Voilà, je pense que ça faisait pas du tout partie de la motivation des parties et c'est pas du tout repris par la Cour. Ce qui est, en revanche, qui est très largement discuté, c'est bien évidemment la jurisprudence de la Cour européenne, les droits de l'homme. Voilà. Donc on en est là, on doit maintenant interpréter, voir comment on applique, étudier, voir comment les tribunaux vont accepter ces nouvelles décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. On se rend compte qu'au final, on a quand même deux méthodes différentes, la CEDH, la Cour de justice. Alors ça peut aussi se compliquer d'un point de vue procédural parce que les deux ne sont pas forcément compétentes pour les mêmes choses, pas pour les mêmes textes, mais également pas pour les mêmes je dirais, au même moment. La CEDH fait un contrôle de conventionnalité a posteriori de l'arrêt. La Cour de justice, elle, intervient nécessairement avant sur la question des questions préjudicielles, justement. Donc, c'est vrai que l'interface et l'équilibre entre ces deux méthodes va pas être forcément facile. Il faudra suivre ça avec attention. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur ces nouveaux arrêts de la Cour de justice. Je voulais également peut-être juste faire une petite ouverture sur la façon dont potentiellement ça pouvait être interprété et utilisé par les tribunaux. C'est vrai qu'en matière de propriété intellectuelle, on a souvent recours à ce qu'on appelle l'objet spécifique des droits pour concilier justement des droits de pays avec des libertés fondamentales. On l'a fait notamment pour la liberté de commerce et d'industrie, pour la liberté de circulation des biens, en matière de droit de propriété industrielle, lorsqu'on a créé une théorie d'épuisement du droit. On a, du coup, la Cour de justice d'ailleurs, a identifié et défini ce qu'était l'objet spécifique des droits de brevet et des droits de marque. Potentiellement, la Cour de justice, et d'ailleurs, je crois, dans un des arrêts, elle le fait pour les droits voisins producteurs de phonogrammes, invite à faire ça quelque part pour le droit d'auteur, pour déterminer le fondement, la fonction, l'objet spécifique du droit d'auteur, pour justement étudier si la liberté d'expression n'est pas trop atteinte par rapport au respect de cet objet spécifique. Je vous invite d'ailleurs à lire sur cette question-là, on s'était promis qu'on le citerait ici, un article de Vincent Varret qui a été publié dans la revue Propriété intellectuelle. Je ne sais plus d'ailleurs, je n'ai plus les références et les dates. Comment ? Les J-Press, non ? C'est pas dans les J-Press ? Non, c'est Propriété intellectuelle d'avril 2020, numéro 75, qui justement, qui nous a beaucoup aidé pour la préparation de cet atelier et qui, à la fin, ouvre sur cette question-là que je trouve personnellement très intéressante, sur la détermination de l'objet spécifique du droit d'auteur pour justement concilier liberté d'expression et droit d'auteur. Voilà ce que moi je voulais vous dire. On avait peut-être une dernière partie, Judith, sur l'artivisme. Oui. Alors en fait, on voulait ça nous semblait intéressant de finir la discussion et d'ouvrir le débat avec l'évocation de deux mouvements artistiques, donc qui sont l'appropriationnisme et l'artivisme. L'idée, c'était de changer un peu de point de vue parce qu'on a vu surtout jusqu'à maintenant la liberté d'expression invoquée comme un moyen de défense dans le cadre d'une action en contrefaçon. En tout cas, dans les décisions qui sont rendues, c'était le cas. Mais la liberté d'expression, liberté de création artistique, c'est aussi souvent invoqué un peu comme une arme entre guillemets, qui va alors aussi être susceptible de rentrer en conflit avec d'autres droits fondamentaux. Alors, on voulait vous parler d'abord de l'appropriationnisme parce que c'était intéressant aussi de le mettre un peu en rapport avec les décisions, notamment Kuntz et Classen dont je vous ai parlé. Alors, l'appropriationnisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui naît dans les années 70 à peu près et qui a pour principe l'emprunt, en fait, et la copie. Donc, vraiment, le principe même de ce mouvement, c'est de revendiquer comme une création légitime le fait d'emprunter et de copier. Alors, je vais juste là vous faire un partage d'écran, mais c'était juste pour illustrer avec juste quelques exemples. Il y a pas mal d'auteurs, mais parmi ceux qui sont les plus connus, il y a Hélène Sturtevant, qui a reproduit beaucoup d'œuvres de Kuntz, de Martial Rice aussi. Vous avez l'exemple aussi de Sherry Levin. Donc là,
la photo que vous voyez, en fait, c'est une photo donc de Walter Evans. Et donc, elle a fait, donc Sherry Levin, c'est tout un livre, en fait, hein, qui est fait à partir de photos de Walter Evans. Donc, en fait, elle fait des photos de photos, elle rephotographie les photos de Walter Evans et elle les a mises dans un livre qui s'intitule After Walter Evans et qu'elle publie sous son nom. Après, on a aussi l'exemple avec Richard Prince. Tout ça juste pour illustrer un peu ce mouvement d'appropriationnisme, mouvement dont se revendiquent Classen et Kuntz. Et si vous allez lire les arrêts hein, qui sont rendus dans ces deux affaires, vous verrez qu'à chaque fois, les juges motivent leur décision pour écarter ce moyen qui est invoqué. Donc, il y a le moyen de la liberté d'expression, la liberté de création, mais il y a aussi le moyen de l'appropriationnisme, si on peut dire. L'idée, par exemple, dans la défense de Classen, c'était notamment de dire, en reprenant un auteur, eh bien finalement, qui serait venu à l'idée de personne d'exiger d'Andy Warhol, par exemple, qu'il demande l'autorisation au titulaire de la marque Campbell pour reproduire les fameuses canettes de soupe, par exemple. De manière plus générale, il disait également, il serait jamais venu à l'idée de personne de demander l'autorisation, ou en tout cas d'exiger que Picasso demande l'autorisation des ayants droit de Manet qui avait peint Le Déjeuner sur l'herbe pour s'approprier cette œuvre et en refaire une œuvre nouvelle. Donc on a vraiment à nouveau cet argument qui est invoqué, qui met en avant, là pour le coup, une liberté de création et des droits d'auteur. Alors, ces moyens sont systématiquement écartés. C'est invoqué aussi par Kuntz, hein, de la même façon. Et c'est toujours écarté par la Cour, par les juges français. Pour les soupes Campbell, ce que les juges vont dire, c'est que, en fait, il s'agissait d'un produit de consommation courante et que rien ne permettait de penser que le graphisme original pouvait être de Warhol. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Et que par rapport à l'œuvre de Picasso, pareil, l'œuvre première était parfaitement identifiable. Bon, je ne sais pas si c'est une motivation très convaincante, mais on voit là encore à travers cette motivation, finalement, si, pour revenir un petit peu à ce que je vous disais sur l'interrogation qu'on peut avoir par rapport à la nécessité impérieuse d'utiliser d'autres œuvres et que dans ce cas, ça ferait partie d'une liberté d'expression, que les juges semblent, là encore, revenir un peu à une idée il faudrait que l'œuvre soit célèbre, en fait, pour que ça justifie le fait de l'utiliser. Ensuite, on voulait vous dire un mot sur l'artivisme, puisque là aussi, il y avait cette affaire très récente, notamment avec Benjamin Griveaux et la révélation, la publication de vidéos intimes par l'artiste Piotr Pawlansky. Donc, juste un mot sur l'artivisme. C'est c'est encore un mouvement artistique. Alors, ça vient, comme son nom l'indique, c'est un mot qui vient d'une contraction entre art et activisme. Donc, c'est un mouvement vraiment artistique, mais de politique, de dénonciation. C'est un mouvement qui naît d'abord en Russie et en Allemagne dans les années 1920-1930 et qui va connaître un essor assez important dans les années 60. Pourquoi les années 60? Parce que c'est une période plus contestataire, plus permissive aussi, et que là, il y a beaucoup d'artistes qui vont contester la guerre du Vietnam, etc., la surconsommation, la souffrance. Donc, les années 60, c'est la période de plein essor. Mais pour ce qui concerne Piotr Pawlansky, bon, pour prendre cet exemple, hein, puisqu'il y avait cette affaire récente et que c'était intéressant de faire un parallèle avec la discussion d'aujourd'hui. Donc, Piotr Pawlansky, c'est un habitué des actions violentes. Il se présente lui-même comme un activiste pour dénoncer, alors je vous remets des photographies. Voilà, alors attendez.
Non, j'ai raté mon coup. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça marche. Ça marchait, c'est parti. J'arrive pas à... Bon, je suis désolée, ça... Bon, c'est pas grave, je laisse tomber. Vous avez vu un petit peu. Je vous avais mis trois, j'essaierai de vous le remettre tout à l'heure, trois exemples d'œuvres qu'il a faites. Une première en 2012 où, en gros, il s'est cousu les lèvres. Ça, c'était en protestation, en soutien plutôt au mouvement de protestation des Pussy Riot. En 2013, c'est l'action la plus retentissante. Il s'est cloué carrément la peau des testicules sur la place rouge. Là, c'est vraiment pour protester, en fait, pour critiquer la passivité de la société russe face au totalitarisme, au pouvoir, etc. Et le fait qu'ils ne protestent pas, qu'ils ont l'air d'être indifférents. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces performances portent des noms d'œuvres d'art. Donc, par exemple, quand il se coule les lèvres, c'est suture. Sur la place rouge, c'est fixation. Il va mettre aussi le feu à la Banque de France en 2018 à Paris. Ça, il va l'appeler éclairage. Et ensuite, il a un discours qui est extrêmement construit, où vraiment il décide que sa performance, c'est une œuvre d'art. Il revendique vraiment ça. Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre d'art dans le fait de publier les vidéos les vidéos intimes de Benjamin Griveaux? Eh bien, il considère que ça s'inscrit dans un mouvement artistique qui est le sien et qui consiste à toujours dénoncer la malhonnêteté, l'hypocrisie. Lui, sa défense, c'est vraiment la vérité. Il faut dire la vérité, il faut être honnête, etc. Donc, plein de belles valeurs comme ça qui lui permettent de justifier ses performances et ensuite de les présenter comme des œuvres d'art. J'ai vu aussi un autre exemple qui est tout récent, dont on peut dire un mot, c'est un artiste italien qui s'appelle Paolo Cirio. Alors lui, très récemment, il a mis en ligne... ah voilà, bravo, merci. Alexandre, un site en fait où il avait carrément il met des photos de policiers en invitant les gens, c'est une plateforme collaborative, et il invite les internautes à, en gros, s'ils sont capables d'identifier ces visages, les visages des policiers. Alors ça a immédiatement été, et il voulait faire une exposition aussi avec tous les visages et toutes les photographies de ces policiers. Ça a immédiatement été interdit. Mais là encore, ce qu'on voit, c'est que cet artiste revendique sa performance comme une performance artistique, toujours de dénonciation. Alors lui, il se présente comme un militant qui veut vraiment protéger tout ce qui est droit personnel, données personnelles sur Internet, etc. Et donc finalement, pour critiquer le fait que de plus en plus on allait vers l'utilisation, par exemple, de logiciels de reconnaissance faciale, eh ben, il commet ce qui est une infraction, comme Piotr Pawlański, qui est poursuivi aujourd'hui au niveau pénal pour atteinte à la vie privée, bien évidemment, puisque Benjamin Griveaux et sa femme, je crois aussi, en tout cas, Benjamin Griveaux a porté plainte pour atteinte à sa vie privée. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit par rapport au principe de liberté de création artistique dont on parlait, au fait que ce principe est posé dans cette loi récente de 2016. Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, on voit qu'il y a un principe très louable du législateur dans le fait de vouloir poser ce principe de liberté de création artistique, mais aussi, alors, posé dans un contexte, etc., sur lequel je ne reviens pas, mais on peut aussi, et c'est une critique assez virulente, on peut dire, qui avait été faite au moment où cette loi a été votée. Il y a beaucoup de
de sociologues, historiens de l'art, etc., qui ont dit finalement que c'était une très mauvaise idée de poser ce principe de création artistique de manière distincte de la liberté d'expression, puisque finalement, il était déjà protégé auparavant par la liberté d'expression, donc on n'avait pas besoin de poser ce principe, et que finalement, ça permettait, au nom de ce principe de liberté de création artistique, c'était comme permettre de s'exonérer des règles qui sont fixées, qui sont celles de la protection de la vie privée, qui peuvent être aussi l'interdiction de l'injure ou d'inciter à la haine raciale. Eh bien, au nom de la liberté de l'art et au nom de la liberté artistique, finalement, on pouvait chercher à s'exonérer de ces règles et finalement, en agitant un peu le drapeau qui va affoler tout le monde et qui est celui de la censure, à partir du moment où des actions vont être engagées pour, notamment pour la protection de la vie privée dans le cas de l'affaire Benjamin Griveaux. Voilà, donc peut-être l'argument peut être un peu excessif hein, dans cette critique hein, de la nécessité de poser ce principe, mais en tout cas, c'est quand même un débat qui est assez intéressant et voilà qu'on voulait peut-être un peu vous soumettre pour finir un peu cette discussion et toute cette conciliation en fait entre les différents droits fondamentaux dont on a parlé. Voilà. Est-ce qu'on m'entend un peu? Non, je ne sais plus. Alors, j'entends plus personne. Est-ce que tu m'entends là, Judith? Tu m'entends pas? Alexandre, je t'entends pas, moi. J'avais coupé mon micro, en fait. Oula, j'ai eu peur. Je me suis dit, technique. Personne m'entend, d'accord. Alors, ce que je disais, c'était que pour terminer cet atelier, si vous avez des questions, des commentaires ou même des retours d'expérience ou des analyses, je dirais que c'est le moment de le faire par le biais qui vous convient, soit par le chat, soit directement en prenant la parole si vous pouvez dans le cadre de cet atelier. Ouais. Donc, je vous propose peut-être de laisser quelques minutes si jamais vous voulez faire des commentaires. C'est votre moment. Je ne sais pas si... Et vous pouvez le faire par le chat, hein, on voit les... Est-ce que mon micro fonctionne? Vous pouvez m'indiquer? Non? Du coup, on vous laisse 3 minutes. Moi, je voudrais... C'est vrai que Judith, je t'écoutais sur la liberté de création, et c'est vrai que c'est un petit peu, quand on regarde toute cette jurisprudence, au final, on voit que là où ça marche, les exceptions au droit d'auteur, en fait, c'est pas véritablement dans la création artistique pure. À chaque fois, on est confronté, en tout cas pour les exemples dont on a parlé, sur la problématique des œuvres composites. Et c'est vrai que là où ça marche, c'est effectivement sur de la reprise originale avec de la parodie. Mais c'est vrai que sur la liberté de création pure, je sais pas trop quoi en penser, moi, de cette nouvelle loi. Au final, je me dis que vu qu'elle n'est pas véritablement, en tout cas, ce scope-là participe pas véritablement des exceptions qu'on utilisait jusqu'alors, peut-être que ça peut avoir du sens d'en développer une, je sais pas. Moi, je suis un peu comme toi. En fait, comme on n'a pas vraiment en plus de retour, il n'y a pas vraiment de jurisprudence encore, hein. Donc c'est un peu difficile de savoir. Après, je sais pas si... Je me dis toujours que est-ce qu'il est nécessaire de légiférer quand finalement... Ton micro est coupé, Florence. Il faut que tu le remettes. Alors, attends. En fait, il a dit, j'ai coupé le micro de Florence. Si vous souhaitez reprendre la parole, je vous invite à décocher en bas de l'écran l'icône micro. Ouais. Bon. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, on t'entend là. Ah, voilà. Oui, pardon. Je voulais juste pour finir, c'est que parfois j'ai toujours une réticence à me dire pourquoi poser des principes, forcément pourquoi légiférer, quand par ailleurs on a des situations qui sont
assez clair. Bon, c'est juste peut-être la Oui, je suis d'accord. Ouais. Moi, ce que je voulais simplement ajouter par rapport à ce que tu disais sur la liberté de création qui devient finalement un mode de défense, c'est quelque chose qui est aussi très, très utilisé face à des infractions de presse dans la marque artistique. Par exemple, il y a eu un chanteur de rap, Orelsan, que vous connaissez peut-être, qui avait fait un rap extrêmement violent sur les femmes, où il appelait à Marie Trintignant, il parlait de coups sur sa compagne, etc. Ce rap, cette chanson, a été attaquée sur un article de la loi sur la presse qui est provocation à la haine à l'égard des femmes par l'association Les Chiennes de Garde. Et pour se défendre, Orelsan a mis en œuvre en disant c'est ma liberté de création. Et il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Versailles très intéressant qui a été rendu en 2016 qui retient cette liberté de création et qui finalement prend le pas sur la provocation à la haine à l'égard des femmes. Donc on voit que de temps en temps aussi, la liberté de création en tant que telle, et ça fait partie encore une fois de l'article 10, peut mettre en opposition des textes de loi. En matière encore une fois de presse, loi sur la presse, l'article 10, c'est encore un exemple en matière créative, marche extrêmement bien. Ça a été la même chose sur une pièce de théâtre, Golgotha Picnic, qui avait eu lieu au théâtre des Champs-Élysées, où c'était une pièce qui donnait d'un auteur italien qui mettait Jésus dans une position assez sexuelle ou alors avec de l'alcool, etc. Même chose, une association, La Griffe, que vous connaissez sans doute, avait attaqué cette pièce de théâtre en disant non, c'est pas possible, il y a une atteinte, c'est une provocation à la haine à l'égard de la religion chrétienne. Même chose en face, le théâtre, l'auteur oppose la liberté de création et là encore, l'article 10 sur son versant liberté de création a évité une condamnation. Donc on voit quand même que en ce qui concerne les infractions de presse ou même de vie privée, l'exception de liberté d'expression, je dirais, fonctionne beaucoup plus qu'en manière de droit d'auteur, où ça reste vraiment le dernier bastion, le plus conservateur et le plus restrictif. Voilà, tant que ça ne s'oppose pas au droit d'auteur, ça marche. Mais dès que ça s'oppose au droit d'auteur, voilà, c'est compliqué. Encore le cas. Bon, bah écoutez. Ok. Eh ben, on va terminer du coup. Parce que je vous rappelle que c'est la dernière soirée qu'on peut faire avant le couvre-feu qui commence demain. Donc, si vous voulez prendre des apéritifs, c'est ce soir, c'est pas demain. Et ben, merci Judith, merci Florence. Merci Alexandre. Personnellement. Et encore désolée pour les incidents techniques, mais comme j'ai dû changer d'ordinateur au dernier moment, c'était pas terrible. Encore désolée. Pas de problème. Et puis, merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite donc une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.